À la une de ce journal, la première réunion de la commission mixte permanente entre le Rwanda et l'Angola s'est bien déroulée au regard des recommandations formulées. Les deux parties ont appelé à un déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Et agression rwandaise, le président du comité des affaires étrangères du Sénat américain, Robert Menendez, a documenté des cas d'exaction du M23 sous couvert du Rwanda. Dans une correspondance adressée à l'administration Biden, les démocrates accusent formellement l'armée rwandaise de soutenir les rebelles M23. Et en sport, le Sénégalais Sadio Mané est élu pour la deuxième année consécutive meilleur joueur africain de l'année. Côté féminin, c'est la Nigériane Assissat Oshoala qui a obtenu son 5e titre. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La commission mixte permanente RDC-Rwanda s'est réunie jeudi à Luanda afin de définir les conditions de la mise en œuvre des activités prévues par la feuille de route du sommet tripartite. À travers un communiqué de presse, les délégations des deux pays se sont mis d'accord sur la création des conditions optimales de dialogue et de consultation politique. Rufus Lukanga. Conformément à la recommandation de la feuille de route adoptée lors du sommet tripartite entre le chef d'État de l'Angola, de la RDC et du Rwanda, une commission mixte permanente a été statuée en vue d'une part de réchauffer les relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise dans la partie est de la RDC et d'autre part résoudre cette crise. Réunis à Luanda autour du chef de la diplomatie angolaise, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, afin de définir les conditions de mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le chef d'État, Christophe Lutundula et Vincent Biruta, se sont promis de créer des conditions optimales de dialogue et de consultation politique pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la RDC. À l'issue de cette rencontre, ressort plusieurs recommandations, notamment la cessation des hostilités par le M23 et son retrait immédiat et le déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Quant à l'opérationnalisation du mécanisme de vérification des accusations mutuelles d'attaque et de soutien de leurs adversaires respectifs, les deux pays réunis au sein de la commission mixte attendent que le président de l'Angola nomme rapidement l'officier général en charge de la question. Sur les questions de commerce et de partenariats économiques, les parties se sont engagées à poursuivre les efforts de rétablissement de la paix afin de faciliter la continuation des échanges commerciaux ainsi que la gestion des frontières communes. Et puis, agression rwandaise, les États-Unis ne peuvent pas soutenir le Rwanda et fermer les yeux. Allégation du président de la Commission des affaires étrangères au Sénat des États-Unis d'Amérique, Robert Menendez, dans sa correspondance adressée à Anthony Blinken. Le démocrate a exprimé son inquiétude sur le mépris continuel du gouvernement rwandais sur les droits démocratiques et humains et sur la nécessité d'une politique américaine plus efficace. Pour lui, l'armée rwandaise a été accusée de manière crédible de soutenir les rebelles du M23 en RDC et d'avoir déployé ses soldats au-delà de ses frontières en République démocratique du Congo. Ce dernier promet d'examiner attentivement toute aide sollicitée au Congrès en faveur du Rwanda. Et Sama Lukonde s'est exprimé devant les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est à Arusha lors du 22e sommet ordinaire de l'organisation. Le Premier ministre congolais a prôné l'éradication de l'insécurité, notamment dans la partie est de la RDC, comme une condition nécessaire pour promouvoir le développement à travers les échanges commerciaux entre les pays membres de cette communauté régionale et le projet du marché commun de l'EAC. Ce sommet qui va se clôturer ce vendredi a connu la participation des présidents. Nous pensons que ces échanges sont importants pour garantir la paix et donc apporter le développement. Le président de la Somalie, Cheikh Mohamed, en a été l'invité spécial, avec pour thème central le marché commun. Dans le cadre du projet de libre-échange que veut l'EAC, les chefs d'État présents
ont tous plaidé pour la promotion de la libre circulation des biens et des personnes au sein de cette communauté afin de favoriser les échanges commerciaux. Le chef du gouvernement congolais a à cette occasion non seulement appelé les pays membres de l'EAC à faire diligence dans l'adaptation de leurs textes de loi aux exigences du marché commun, mais aussi il a interpellé la communauté en soutenant que l'insécurité que connaît la RDC est un frein à la promotion de la libre circulation des biens et des personnes dans la région. Lorsqu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, on parle aussi des questions sécuritaires. Nous, République démocratique du Congo, nous réalisons que la sécurité est un frein à ces échanges qui pourraient s'accroître si jamais dans des zones comme l'Est de la République démocratique du Congo, nous avions plus de paix. Par ailleurs, Samalou Kondé a loué les bons exemples des échanges entre la République démocratique du Congo et quelques pays membres de l'EAC. Il est nécessaire de rappeler que le Premier ministre est accompagné à ses assises par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, des experts de la présidence de la République, notamment le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Kabila Tshibangou. Et dans l'actualité également, Jean-Marc Kabound s'est attiré le feu du bureau de l'Assemblée nationale auquel il a appartenu autrefois après sa dernière sortie médiatique. La Chambre basse du Parlement a qualifié ses propos à l'endroit du chef de l'État de diffamatoires et d'injurieux et a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire à charge de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-David Kilolo. Après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, les bureaux de l'Assemblée nationale, via le rapporteur adjoint, et les membres se disent indignés des propos injurieux, diffamatoires et outrageants tenus à l'endroit du président de la République, de l'Assemblée nationale et d'autres institutions de la République. Selon Colette Chomba, Jean-Marc Kabound a violé le devoir des réserves auquel il est astreint comme ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, doublé de la qualité de président ad intérim d'un parti politique important au sein de la majorité parlementaire, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Un communiqué officiel a été élaboré par le bureau de l'Assemblée nationale qui dénonce et condamne ces contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound, car en tant que député national, il ne pouvait pas se permettre de débiter de tels propos diffamatoires et outrageants. Pour Jean-Marc Kabound, la démarche initiée par l'Assemblée nationale est l'expression d'une panique, montrant que l'Assemblée nationale est désacralisée. Elle est devenue une caisse de résonance pour le pouvoir qui sert des règlements des comptes des opposants. Et puis en justice, la Cour de cassation se prononce ce vendredi sur sa compétence à juger Matata Ponyo et compagnie dans l'affaire Bukanga Lonzo. L'ancien Premier ministre congolais est présent à cette audience pour laquelle il a mobilisé ses partisans politiques. Jean-David Kilolo revient sur les exceptions d'incompétence soulevées par la défense. Le dossier Matata Ponyo renvoie plusieurs praticiens de droit aux études, car il défraye la chronique judiciaire en République démocratique du Congo. La constitution de la RDC n'a conféré aucune juridiction au président de la République honoraire, moins encore au Premier ministre honoraire. Force est de rappeler que la Cour de cassation est la juridiction compétente de juger que les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, le membre du gouvernement autre que le Premier ministre. Le Premier ministre, qu'il soit en fonction ou honoraire, ne répond pas de cette juridiction, à moins de réviser certaines dispositions constitutionnelles et lui donner la compétence de poursuivre le président de la République honoraire et le Premier ministre honoraire. Dans les cas présents, ils n'ont pas de juridiction, qu'il soit la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation. Mais curieusement, dans l'affaire Matata Ponyo, pendant qu'il était en fonction, aucun dossier judiciaire n'a jamais été ouvert à sa charge. Dans l'affaire Bukanga Lonzo, même pendant que ses trois successeurs, Sami Badibanga, Bruno Tshibala et Sylvestre Ilunga Ilunkamba, assumaient leurs fonctions. La Cour constitutionnelle, gardienne de loi de la République, se déclare incompétente de juger celui qui n'est pas en fonction, n'ayant pas un dossier judiciaire pendant dans cette affaire. Le fait que le procureur général près la Cour de cassation réinstruit les dossiers pour lesquels il s'était déclaré incompétent suivant le procès verbal de la plénière du 18 mai 2021 constitue une violation manifeste de la Constitution et s'oppose par ricochet à la décision de la Cour constitutionnelle.
Matata Pogno, le procureur général après la Cour de cassation qui s'oppose à la Constitution et à la Cour constitutionnelle. Sa démarche consiste à créer une jurisprudence dans cette affaire, laquelle jurisprudence causerait des dégâts énormes dans la vie des étudiants et dans la vie des apprenants du droit. Et puis dans le cadre du programme d'assainissement médiatique de l'audiovisuel en RDC, un moratoire de 21 jours a été accordé à tous les télédistributeurs et éditeurs des programmes pour régulariser leur situation avec le ministère de la Communication et Médias. Les 260 médias télévisés répertoriés en RDC sont loin d'être en règle, tant sur le plan financier, administratif et technique, précise le communiqué signé par Patrick Mouyaya. Les médias qui ne vont pas se conformer à cette règle vont voir leur signal être déconnecté. Et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, a reçu mercredi en sa résidence officielle les ministres congolais et tanzaniens des transports en séjour dans le Haut-Katanga. Les hôtes de Jacques Kiabula-Katwe lui ont annoncé la fin de leur mission officielle dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga, sanctionnées par la matérialisation des projets de construction des routes reliant les deux pays par d'autres villes. Devant le perron de la résidence officielle du gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre national des Transports et Voies de communication de la RDC, Cherubin Okende, et son homologue tanzanien, Makame Mbarawa, ont reçu les honneurs de la police nationale congolaise avant de gagner le cabinet de travail du chef de l'exécutif provincial. Jacques Kiabula-Katwe et ses hôtes ont passé en revue l'objet de leur mission académie dans le Tanganyika et en Pweto dans le Haut-Katanga. Kinshasa et Dar es Salaam veulent travailler ensemble sur le projet. Kinshasa et Dar es Salaam veulent travailler ensemble sur le projet de la réhabilitation de la nationale numéro 5 allant de Kalemi à Lubumbashi en passant par Moba, Pweto et Kasomeno. De nos deux chefs d'État, les deux gouvernements de la République unie de Tanzanie et de la République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à unir nos forces pour créer la richesse et le progrès social. Particulièrement dans le secteur de transport, le ministre tanzanien et moi-même avons un partenariat que nous voulons stratégique pour la réhabilitation de certaines infrastructures de transport qui puissent nous permettre d'arriver à un désenclavement effectif de nos territoires. Ce partenariat justement entre la RDC et la Tanzanie est la résultante des assises qui se sont déroulées il y a quelques mois à Kigoma pour la mise en œuvre du projet de construction de la voie ferrée en vue de relier Kigoma en Tanzanie et Lubumbashi en RDC en passant par Kalemi, Moba et Pweto. Et puis en santé, les prestataires de la riposte contre la Covid-19 de la ville de Kinshasa ont manifesté hier jeudi devant la primature pour réclamer le paiement des arriérés de leur salaire. Ces derniers protestent vivement contre le fait que le gouvernement s'est montré attentif quant au déboursement des fonds pour le concert de Wenge du 30 juin dernier, sans tenir compte d'eux qui risquent chaque jour leur vie. On passe au monde à présent. En Italie, le président dissout le Parlement après la démission de Mario Draghi et convoque les élections anticipées au 25 septembre prochain. Cette décision fait suite à la défection mercredi de 3 partis de la coalition gouvernementale. La situation a, selon Sergio Mattarella, montré l'absence de soutien parlementaire au gouvernement et l'absence de perspective pour donner naissance à une nouvelle majorité. Récit de Bédrine Kenge. La discussion, l'adoption et les modalités dans lesquelles ce vote a été exprimé mercredi au Sénat ont démontré l'absence de soutien parlementaire au gouvernement et l'absence de perspective pour donner naissance à une nouvelle majorité, a expliqué le chef d'État italien Sergio Mattarella. J'ai le devoir de souligner que la période que nous traversons ne permet pas d'interrompre les actions nécessaires pour contrer les effets de la crise économique et sociale, surtout en ce qui concerne la recrudescence de l'inflation. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, s'était dit prêt à rester en poste si sa coalition parvenait à se ressoudre. Mais Forza Italia, la Ligue et les mouvements 5 étoiles ont annoncé mercredi leur non-participation au vote de confiance, des défections qui ont logiquement conduit à la démission de Mario Draghi.
Ces élections législatives pour renouveler les Sénats et la Chambre des députés auront lieu le 25 septembre prochain selon les sources gouvernementales. L'archi-favori du scrutin à venir est la coalition dite de centre-droit qui réunit Forza Italia, le parti des droites de Silvio Berlusconi et l'extrême droite, représentée par la Ligue du tribun populiste anti-migrant Matteo Salvini et Fratelli d'Italia. Hier, le président français Emmanuel Macron a salué l'engagement sans faille de Mario Draghi. On passe en sport à présent. CAF Awards, les meilleurs acteurs du football africain de l'édition 2021-2022 ont été récompensés hier au cours de la soirée CAF Awards organisée au Maroc. La moisson a été abondante pour le Sénégal qui a remporté 5 prix sur les 7 enjeux. Christian Bokaya. Sans surprise, les Lions de la Teranga se sont taillés la part du lion lors de ces awards pour avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier et qualifié pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour la deuxième fois consécutive, Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur africain de l'année, un trophée qu'il dédie à tous ses coéquipiers et à son pays, le Sénégal. Je pense qu'ils ont aussi fait une belle saison et aussi une belle CAN. Ils auraient dû être là, mais bon, comme je l'ai dit, c'est ça le football. Mais tant que je suis là, je représente non seulement tous ces joueurs qui ne sont pas là et je pense que c'est le Sénégal qui gagne. Aliou Cissé a été désigné meilleur entraîneur de l'année, Pape Matar Sarr, meilleur jeune joueur de l'année, le Sénégal, meilleure équipe nationale de l'année. Je suis très honoré et très ému à la fois par cette distinction qui vient de m'être décernée. Je remercie Dieu de m'avoir guidé sur mon chemin, tant dans mes doutes que dans mes moments d'espoir. Dans d'autres chapitres des récompenses, le gardien égyptien Mohamed El Shenaoui Al Arli a été élu joueur interclub de l'année, le Wydad de Casablanca désigné club de l'année, alors que l'attaquant Pape Ousmane Sako, expatrié à Simba en Tanzanie, remportait les titres du plus beau but de l'année. Rappelons que les CAF Awards sont une série de prix décernés par la Confédération africaine de football pour récompenser les meilleurs acteurs du football du continent. Et puis en volleyball, Kolwezi va accueillir la 18e édition de la Coupe du Monde au mois d'août prochain, après que la gouverneure intérimaire du Lualaba a donné son accord pour le déroulement de ces hostilités dans sa province. Le comité fédéral réunit déjà ses actes pour une bonne organisation. La Fédération congolaise de volleyball tient mordicus au bon déroulement de la fête nationale de la balle au filet. Ce jeudi, tous les membres du comité d'organisation se sont réunis à Kinshasa pour baliser le terrain de cette 18e édition. Il fallait que tous les membres du comité d'organisation qui se trouvent à Kinshasa, que l'on puisse se retrouver ensemble, parler de l'organisation, comment ça va se passer. Nous avons en tout cas essayer un peu de toucher tous les compartiments. C'est vraiment la joie parce que nous avions adressé la lettre au temps opportun à l'autorité provinciale et l'autorité provinciale venait de répondre à la Fédération de volleyball du Congo. Et c'est déjà une réalité. La fédération a ouvert la porte à toute équipe se sentant capable de prester à la cour des grands de pouvoir se faire enregistrer. Toute équipe qui se sent très forte, qui a le moyen, peut toujours participer parce que nous voulons qu'il y ait de l'engouement, qu'il y ait une bonne représentation nationale afin d'avoir la meilleure équipe possible qui va représenter le Congo à la Coupe d'Afrique. C'est du 20 au 30 août prochain que les équipes féminines et masculines vont se battre pour tenter de succéder au WC de la Loi et Espoir qui ont remporté les 2 dernières éditions à Kinshasa. Et pour terminer, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a présenté au judoka la nouvelle coordination de la Fédération nationale congolaise de judo que dirige Nico Lianza. Cette coordination est investie entre autres de la mission de révisiter les statuts de la FENACOJU pour une nouvelle dynamique. Serge Kondé a enterré le conflit qui gangrénait dans cette fédération à travers la mise en place d'une coordination que dirige désormais Nico Lianza. Face au judoka,
Le ministre de Sport les a exhortés à reprendre les activités sous la conduite de la coordination. Discipline na biso to lingaka e oyi okufa te pona batomi baleto batomi satu to batomi yango nazwaki arrêté en tant que ministre sport et loisirs na bokonzi Fati Beto apesa kinga na ordonnance présidentielle signé arrêté ya kozongisa judo en forme anoma coordination ya batata oyo bomoni sibangai. Soutien total à la coordination, c'est le maître mot du ministre aux judokas venus en masse au stade de Martyr pour la présentation de leurs nouveaux dirigeants. Coordination ya président na bino bosunga ye bo soutenir ye bo aider ye. Qualifiés de sauveurs pour cette voie de sortie de crise, les judokantes remercient le ministre de Sport à travers un mémo. Merci pour cette voie de sortie de crise que vous nous proposez à travers la mise en place de cette coordination pour sauver le judo congolais. Notons par ailleurs que cette coordination a 4 missions salvatrices, notamment actualiser les statuts de la FENACOJU conformément aux orientations et instructions de la Fédération internationale de judo et l'organisation des élections. Place au rappel des titres. La première réunion de la commission mixte permanente entre le Rwanda et l'Angola s'est bien déroulée au regard des recommandations formulées. Les deux parties plutôt ont appelé à un déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Et agression rwandaise, le président du comité des affaires étrangères du Sénat américain, Robert Menendez, a documenté des cas d'exaction du M23 sous couvert du Rwanda. Dans une correspondance adressée à l'administration Biden, le démocrate accuse formellement l'armée rwandaise de soutenir les rebelles M23. Et en sport, le Sénégalais Sadio Mané est élu pour la 2e année consécutive meilleur joueur africain de l'année. Côté féminin, c'est la Nigériane Assissat Oshoala qui a obtenu son 5e titre. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, mesdames, messieurs. L'actualité reste incontinue.